autre grande famille d'outils, c'est évidemment de travailler avec tous les protagonistes, de travailler avec les victimes, avec les auteurs et avec les témoins. On utilise beaucoup ce qu'on appelle les méthodes non blâmantes ou non confrontantes. Il y en a beaucoup. Il y a la méthode d'Anatole Picasse, que Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier ont repris sous forme de méthode de préoccupation partagée, dont mon collègue Eric va vous parler. Il y a la méthode du chercheur Olweus, qui est la méthode anti-bullying, qui a aussi montré de l'efficacité. Il y a toutes les méthodes comme la méthode Kiva, la méthode Zéro, VISC. Toutes ces méthodes non blâmantes ont pour but de restaurer une dynamique de classe positive, de restaurer les victimes dans une relation apaisée avec le groupe. La méthode de la préoccupation partagée, ça vient d'Anatole Picasse, qui est un psychologue estonien, qui dans les années 80 a mis au point une méthode d'intervention non blâmante pour le harcèlement. Donc lui, il est parti du fait que le problème, pour lui, le harcèlement, c'était un phénomène de groupe, et le problème était dans le groupe. Et donc lui, il s'est dit qu'il faut sortir les individus du groupe pour pouvoir leur faire prendre conscience de la situation et leur permettre à eux de se positionner différemment par rapport à la victime, à la cible. Donc on va essayer de sortir l'individu du groupe. Et donc la méthode de la préoccupation partagée, ça fait depuis les années 80 qu'elle a été créée, et elle a été réadaptée récemment par le centre Résis, notamment Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier. La méthode de la préoccupation partagée, il y a 3 grandes étapes. La première, c'est l'entretien avec la cible. La deuxième, c'est l'entretien avec les intimidateurs potentiels, avec les témoins et avec les soutiens. Et la troisième étape, ce sont des entretiens de suivi avec la cible et les intimidateurs potentiels, témoins et soutiens. Et il faut savoir qu'en plus de ça, il y a des étapes optionnelles, comme la réunion avec les parents, la rencontre des parents, ou bien parfois une réunion, si on sent que la dynamique est bonne, avec les intimidateurs potentiels, les témoins et la cible. À la base, dans la méthode Picasse, c'était prévu, cette étape-là, ce n'était pas une option, c'était une étape prévue, mais dans la revisite de la méthode de la préoccupation partagée, ce n'est pas du tout une obligation. Et on ne le fait que si on pense que ça peut apporter des résultats positifs. Dans certains cas, on ne va pas utiliser la méthode de la préoccupation partagée, notamment dans les cas où les agressions relèvent du pénal. Et donc là, il faut qu'il y ait une réponse consistante, directe, qui soit apportée. On ne peut pas se dire qu'on va laisser passer ça. Donc la méthode de la préoccupation partagée, on essaye de la mettre le plus tôt possible, quand il s'agit encore que de moqueries, d'isolement ou d'insultes, avant que les choses soient vraiment cristallisées et qu'il y ait déjà des actes graves qui soient posés. Et s'il y a des risques de représailles. Donc, on ne va pas utiliser la méthode de la préoccupation partagée si on sent que la cible pourrait subir des représailles des autres personnes qui sont concernées. Même si on va leur dire qu'il n'y aura pas de punition, si on pense que ces personnes-là vont vouloir se venger d'une manière ou d'une autre et faire payer le prix fort à cet élève qui a osé parler, eh bien on ne le fait pas. La MPP, on dit qu'il y a une efficacité controversée parce que certaines personnes disent que c'est efficace à 80%, mais une étude plus récente de Farrington a montré que la MPP est efficace à moins de 20%. La MPP, comme les autres méthodes d'intervention d'ailleurs. Donc en fait, on est loin des 80%. Donc voilà, malgré le degré d'efficacité qui peut être questionnable, il faut voir la MPP comme une technique supplémentaire, un outil en plus dans sa boîte à outils, et aussi, plus qu'une technique, la voir comme une posture, d'essayer de restaurer un climat positif sans forcément chercher à passer par la punition, par l'inquisition de qui a fait quoi, mais tout simplement de se mettre tous ensemble et de réfléchir à comment on pourrait faire en sorte que ça aille mieux pour la cible. Un autre intérêt de la MPP, c'est que ça permet de développer l'empathie, de développer la prise de responsabilité des élèves, et ça, quand bien même l'efficacité pourrait être amoindrie, c'est quand même un bel apprentissage qui pourra leur servir par la suite. L'IPSU, c'est l'intervention psychosociale d'urgence. Donc, c'est une méthode qu'on a reprise, qui avait été en fait élaborée par la Croix-Rouge. Donc, c'est vraiment une méthode qui ne va être mise en place qu'en cas de crise. Par exemple, dans le cas de harcèlement, malheureusement, certaines situations peuvent aboutir à des tentatives de suicide, à des suicides, à des agressions physiques vraiment particulièrement violentes. Et donc, dans ces cas-là, on peut en effet mettre en place une intervention psychosociale d'urgence. Les 3 objectifs principaux de l'IPSU, c'est d'identifier les besoins des personnes, donc identifier les besoins du groupe, identifier les besoins de la cible, identifier les besoins de la victime, parce que là, on peut vraiment parler de victimes. Parfois aussi identifier les besoins de la structure dans laquelle on se trouve. Ensuite, il faut évaluer les besoins. Donc à ce moment-là, c'est une question vraiment plus d'identification, mais vraiment d'évaluation.
et de savoir comment on va pouvoir y répondre, qu'est-ce qu'on va pouvoir articuler pour aller vers une amélioration de la situation. Pendant tout ce travail-là, il y a l'idée aussi de détecter les personnes à risque. On va essayer de voir si on voit des personnes qui ont été particulièrement fragilisées, touchées, qui auraient besoin peut-être d'une approche un peu plus individuelle, d'un dépôt de parole un peu plus poussé. Et là, à ce moment-là, on va vraiment essayer d'identifier quelle personne aurait ce besoin-là pour pouvoir faire un accompagnement adapté de ces personnes. La première étape de la méthode, en fait, c'est l'information. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir informer toutes les personnes concernées. C'est vraiment le but d'arrêter les rumeurs. La phase d'information, elle concerne les élèves, le corps enseignant, les parents. Donc vraiment, tout le monde doit pouvoir à un moment être informé de ce qui s'est passé. L'idéal, c'est que ce soit la personne qui est responsable de la direction de l'établissement qui puisse faire l'information. Donc comme on l'a dit, cette information doit être rassurante et factuelle. Et il faut aussi que cette information soit régulière. Donc il ne suffit pas de parler une fois de quelque chose pour que le sujet ne parte plus dans tous les sens, qu'il n'y ait plus de rumeurs ou quoi. Il faut pouvoir en parler une fois pour lever le tabou et ensuite pouvoir revenir en fait avec des informations pour éviter que ça ne reparte. La deuxième phase qui suit l'information, c'est la phase de dépôt, donc la phase de dépôt de la parole. Pour cette phase-là, chez BAL, on a un outil qu'on utilise, c'est les cercles de parole, mais ça peut être différents outils, comme on en a parlé au préalable. Il y a différents outils de dépôt de la parole, que ce soit les cercles de parole, les groupes de parole. Il y a la phase de réparation qui vient en troisième lieu. La phase de réparation, c'est l'idée de se dire qu'on va pouvoir travailler avec le groupe, avec l'établissement, pour essayer de réparer en fait ce qui a pu arriver. Alors réparer, ce n'est pas qu'au niveau de la cible, que de la personne qui a subi, c'est aussi réparer la dynamique de classe, réparer la dynamique d'école, réparer ce qui a pu être abîmé au niveau du groupe, qui va faire qu'on va plus se sentir en sécurité. Il y a différents niveaux de réparation. Il y a la réparation envers la cible, la réparation envers le groupe classe et la réparation envers l'établissement finalement qui doit absolument avoir lieu. Il y a la phase de préparation qui vient en quatrième. Alors la phase de préparation, c'est une phase qui peut être un petit peu délicate parce que l'idée c'est de préparer le retour de la personne qui a été cible de harcèlement dans la classe, dans la dynamique de groupe, dans l'établissement. Donc là c'est de se dire ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir ensemble mettre en place pour que la personne puisse se sentir confortable et à nouveau en sécurité avec nous. Donc là, de nouveau, c'est un travail qui va se faire en commun, mais le travail de préparation, malheureusement, parfois ne peut pas avoir lieu parce qu'on se retrouve dans des situations qui peuvent être plus graves où c'est suite à un suicide, où malheureusement la personne ne reviendra pas. Mais on va tout de même essayer de préparer un retour à ce qu'on peut considérer comme normal, à la normalité, en tout cas un maximum de normalité. C'est vraiment essentiel parce qu'on constate que si on ne fait pas toutes ces étapes-là, en fait, avec une école, avec un groupe ou quoi que ce soit, les événements traumatiques ont tendance à se répéter. La dernière phase, mais qui est un petit peu une phase en fait qui a lieu tout au long de l'intervention, c'est la phase de diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, pour une IPSU, dans l'idéal, on ne va jamais y aller tout seul. On va toujours aller avec quelqu'un d'autre parce qu'il y a la personne qui intervient, la personne qui va susciter le dépôt de la parole, la personne qui va soutenir à l'information ou quoi. Et il y aura toujours une personne en fait qui va rester en observation. Donc pour cette idée de diagnostic, du non-verbal, des comportements agressifs ou de tout ce qu'on ne peut pas identifier quand on est dans l'agir, il y aura toujours une personne qui sera assise sur le côté, qui se sera présentée, qui aura un petit peu expliqué pourquoi elle est là, mais qui va être vraiment là pour cet aspect de diagnostic tout au long du processus et qui va permettre en fait par la suite de proposer aux personnes identifiées un accompagnement peut-être un peu plus en profondeur. On ne met pas une IPSU en place sans prévoir en fait un programme de prévention par la suite. Parce que l'idée n'est pas qu'on doit venir en fait à chaque fois intervenir dans des situations graves et traumatiques. L'idée est de pouvoir mettre en place un dispositif de prévention qui va éviter qu'on en arrive à des situations aussi graves. Donc l'IPSU en soi, quand on vient intervenir dans une classe, un groupe classe, ça va être 2-3 heures. Mais effectivement, c'est quand même un processus qui va prendre un petit peu plus de temps en se disant que ce n'est pas juste 2-3 animations dans une classe. Si on veut vraiment changer quelque chose et ne pas revivre ce genre de trauma, il faut aussi être prêt à mettre en place des choses un petit peu plus conséquentes du type d'un programme de prévention vraiment qui va pouvoir agir plus en profondeur et améliorer le climat scolaire dans son ensemble.